Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va passer au dernier ou à la dernière session consacrée au calcul d'un indicateur streaming. Donc précédemment, nous avons accompagné dans le calcul, dans l'obtention des métriques qui étaient demandées par le client. Donc à ce stade, normalement, tout est OK. On a tous les éléments nécessaires pour démarrer le calcul streaming. Donc, on va donc maintenant passer à la mise en musique de tout cela. À ce stade, la mise en musique, c'est quelque chose que vous savez faire. L'idée, c'est simplement de démarrer le streaming, le calcul streaming. OK? Et pour le faire, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement vous connecter. Donc, créer le consumer Kafka grâce à la fonction getConsumerKafka qu'on a déjà développée. Créer une session, du moins un contexte Spark Streaming. L'affecter au consumer Kafka, ça vous savez déjà le faire. Ensuite, récupérer les données du consumer Kafka avec for each RDD. Donc, une fois qu'on a retiré les données du for each, lorsqu'on extrait les données du for each du Kafka consumer pour le batch, on va récupérer les offsets parce qu'il faudra en fait qu'on les persiste dans Kafka pour garantir la sémantique de livraison et du traitement exactement une fois. Ensuite, on fait un map pour récupérer les données de chaque RDD renvoyé, qui est chaque RDD qui contient les données des événements collectés dans la période. On crée une session Spark parce qu'on a besoin de cette session Spark là pour créer un data frame contenant les événements, ou contenant les objets renvoyés par Kafka, les objets JSON renvoyés par Kafka. Ensuite, on passe ces événements Kafka à la fonction getPassTweetDF qu'on a utilisé tout à l'heure. Et une fois qu'on obtient le data frame parsé, on passe ce data frame parsé à la fonction du calcul des indicateurs. Et ensuite, on persiste conformément aux exigences du client. Donc, on persiste là où le client veut que les données soient. Et maintenant, il y a d'autres étapes comme par exemple la persistance des offsets. Okay? Donc, à ce stade, il n'y a rien de spécial que vous ne connaissez pas encore. Okay? Donc, ça va être assez rapide. Là où nous allons prendre le temps, c'est potentiellement au niveau de la persistance des données. Peut-être c'est ça qu'on n'a pas encore vu à ce stade. Donc, sans plus tarder, allons-y. Démarrons le streaming. Donc là, on va le faire en haut là, tout début de la classe. Donc, on crée la fonction principale de la classe. Donc, on crée le main. On crée le main. Tout ce qu'on a à faire, c'est juste saisir main et ensuite on double-clique sur template main méthode là. Et automatiquement, il copie main. Donc, ça, c'est quelque chose que vous savez déjà faire. Donc, si je viens dans la consommation streaming, il faut juste reprendre ces étapes. On va déjà récupérer les paramètres. Récupérons les paramètres dont on a besoin. Donc, ça sont des variables qui sont privées. Donc, ce ne sont pas des variables qui sont accessibles à l'extérieur de la classe. Pour s'en rassurer, on va ajouter peut-être comme ça private val parce que ce sont les mêmes noms en fait. Donc, je vais juste rajouter un privé, le mot-clé privé pour m'assurer que ces variables restent uniquement visibles à l'intérieur de notre singleton indicateur streaming. Donc là, ce qu'il faut changer, c'est quoi? Ce dont on a besoin, c'est le chemin path. Je vais appeler ça path fichier KPI. Donc ça sera le chemin d'accès du stockage. Parce que là, ils ont donné l'endroit. Le client a donné l'endroit, il veut que les données soient stockées. Donc je pense que c'est là. C'est ça. Donc lui, on va le mettre en variable. Il va nous aider plus tard lors de la persistance. OK. Le batch duration, ils ont dit 15 minutes. Donc 15 minutes, ça correspond à... Allons-y, on va utiliser la calculatrice. Donc 15 minutes, ça correspond à combien de secondes? 600 secondes, donc 900 secondes.
Donc ici, on va mettre 900 secondes comme ça. Ok. Des autres informations. Normalement, dans un cas réel, on va vous donner toutes les autres infos. Hein. Donc, première chose, la session Spark. Du moins, le contexte Spark. Donc, Spark contexte. Spark streaming context. Appelle ça comme ça. Val Spark streaming context égale get Spark streaming context. La fonction est importée. Tac, tac. Oui, la fonction est importée. Si la classe qui contient la fonction getSparkStreamingContext n'a pas été importée, si vous ne l'avez pas importé, vous l'importez. Hein. Chez moi, elle existe déjà. C'est pourquoi je peux l'importer. Je peux utiliser cette méthode. Donc ici, dans les arguments, je mets true et que j'ai la variable durée batch. Oh. Ah ok, c'est batch duration. Comme ça. Une fois que j'ai ça, je déclare le Kafka. Je vais appeler ça Kafka, comme ça, Kafka consumer. Kafka consumer. Ça sera get consommateur Kafka. Donc, c'est la fonction get consommateur Kafka. Oh, là, on va pas pour gagner en temps, je vais directement copier ici. Puisque c'est les mêmes paramètres. C'est les mêmes paramètres qu'on a entrés ici. Donc ça, c'est pareil. Ok. Une fois que j'ai ça, je peux donc entrer dans le Kafka Consumer et faire un for each RDD pour extraire les données. Je transforme les parenthèses en crochets. Une fois que je suis dans le RDD, je vais appeler ça RDD Kafka. Hein. RDD Kafka. RDD Kafka, ça sera égal à ça. Donc, première chose, on va extraire les données du RDD Kafka. Et on va voir s'il y a des contraintes que le client a imposées à ce stade-là. Donc, ici, il y a cette contrainte. La période de streaming, c'est 10 minutes. Attendez, c'est 10 minutes. 10 fois 15. 10 fois... Ok. Donc, c'est 600. Ici, c'est 600. 600 secondes. Donc, là, ils disent si on n'a reçu aucun événement sur la période, alors il faut créer un jeu de données avec la mention aucune donnée collectée. Donc, c'est ce qu'on fait ici. C'est ce qu'on fait en bas là. Une fois qu'on a les événements. Donc, la première chose, une fois que j'ai ouvert là, c'est vraiment de récupérer déjà les données val event Kafka. C'est RDD Kafka. Point map. Et dans le point map, je vais dire E. Je récupère uniquement les événements. Bon, j'appelle ça E. E.value, n'est-ce pas? Comme ça. Ensuite, je récupère quoi? Je récupère les offsets. Je vais appeler ça offset Kafka. Là, il faut récupérer simplement la formule. Donc, c'est RDD Kafka. Point as instance of, n'est-ce pas? En crochet, je mets as offset range. Et ensuite, je fais point offset range, comme ça. Donc ça me permet de récupérer les offsets. Donc plus tard, je vais pouvoir les committer à la fin du traitement. Une fois que j'ai récupéré ça, je peux maintenant créer ma session Spark. Vous vous rappelez? Donc je dois faire mon Spark session.implicite en lui passant en paramètre de configuration le contexte Spark du RDD Kafka C. Donc appelons ça val S session. S session. S pour Spark. C'est égal à
Donc, c'est ça, Spark Session. Point contexte. Point builder, tant pour moi. Donc, builder. Point conf. La config, je lui passe le Spark conf. Je lui passe en config le contexte. Le contexte de Kafka. Je vois du client Kafka. Donc, rdd. rdd Kafka. Spark context. .getConf. Et ici, je fais pareil, .enable hive support. Et je fais build or create. Ok, donc get or create comme ça. Maintenant que j'ai cette session, je fais ss session. Implicite. Donc, c'est import ici. Voilà. Une fois que j'ai ça, je peux maintenant créer les événements Kafka du batch. Parce que ça, c'est les événements du batch. Donc, je récupère les éléments Kafka du batch et je transforme en data frame. Donc, je vais appeler ça val event df. Pas. Event df, là, ça sera égal à event kafka.toDF. .toDF. Le nom de la colonne, souvenez-vous que dans cette fonction-ci, nous avons appelé la colonne Kafka JSON. Donc, c'est ce nom qu'on doit récupérer. On va appeler Kafka JSON. Le nom de la colonne qui va contenir le JSON là. Voilà. Maintenant qu'on a les event data, on a donc le data frame. On peut commencer à travailler. On peut appliquer les contraintes du client. Si event DFC là est vide, alors on sait qu'on a reçu aucune donnée pour le quart d'heure. Déjà ici, je vais commencer avec un if. À ce stade, je peux commencer avec un if rdd is not empty. Ok, ici, comme ça, je fais if rdd kafka is empty. Et je mets le point d'exclamation là, donc c'est is not empty. C'est là en fait qu'on fait tout ceci. Ou alors, on peut laisser que ce soit empty. Si c'est empty, on vient ici en bas. On dit if, parenthèse, eventdf, .count. Pardon, on va compter le nombre de lignes qu'il y a à l'intérieur. Si c'est égal à 0, ça veut dire que notre fichier s'y est vide. C'est-à-dire qu'on n'a reçu aucun événement. Auquel cas, il y a une action effectuée. Else, c'est dans else qu'on va faire les autres. Ok. Donc, ils ont dit que si c'est vide, on doit créer un data frame avec une colonne et une phrase dedans, aucune donnée collectée dans cet intervalle. Pour le faire, vous créez simplement un data frame manuellement. Pour créer un data frame manuellement, vous utilisez simplement l'opérateur sec. Okay? Vous faites simplement sec, ensuite vous faites toDF. Comme ça, vous faites comme ça. Log event. J'ai appelé ça log event. Log event. Donc, je crée une variable que j'appelle log event. Ça sera égal à sec, n'est-ce pas? Sec signifie séquence. Ensuite, je vais faire point toDF. Je déclare dans la séquence, en fait, chaque colonne dans comme un array, en fait. Vous voyez? C'est-à-dire que si j'ai une colonne à déclarer, je fais comme ça, par exemple, je mets contenu, contenu. J'ai une autre colonne, je fais parenthèse encore. Je mets encore contenu, contenu. Par exemple, 15. Donc, pour chaque colonne, vous créez une nouvelle parenthèse, un peu comme des valeurs d'un array. C'est juste qu'ici, les arrays là sont déclarés. Les arrays sont enregistrés dans un data frame. Dans mon array ici, ça sera aucun événement réceptionné dans cet intervalle. Vous pouvez récupérer l'événement, vous pouvez récupérer l'intervalle. Hein. À partir du batch duration, comme il n'y a aucun événement, vous pouvez rajouter l'événement. Vous pouvez rajouter l'événement.
Bon, il faudrait peut-être calculer. Je n'ai pas prévu ça. Donc, vous faites comme ça. Ok. Faites comme ça. Que ce soit plus lisible. Une fois donc que j'ai le log event là, je dois le persister. Pour persister, il y a deux choses à savoir. Je vous ai déjà expliqué ça en amont lorsque je vous expliquais la consommation des données. Tout ce que vous avez à faire, en fait, bon, ici j'ai appelé toDF, j'ai appelé ça libellé. Ici, je n'ai pas mis le nom de la colonne. Bon, ici, c'est dans le cas de. Bon, je n'ai pas mis le nom de la colonne ici parce que c'est un fichier vide. Mais bon, on va quand même mettre libellé. Libellé comme ça. C'est une bonne habitude. Donc maintenant, pour persister, tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser la fonction write. Quand vous voulez écrire dans le HDFS, parce que là, on va stocker dans un endroit du data lake. Et le data lake du client, c'est sur le HDFS. Donc, pour le faire, vous avez juste deux méthodes à utiliser. La première méthode, c'est la méthode d'écriture. Vous faites simplement un write. Donc, dans le write, vous choisissez le mode. Donc, lorsque vous faites write, donc write, c'est pour l'écriture. Le mode maintenant, c'est si vous faites write, il faut indiquer le mode d'écriture. Si vous êtes sur du overwrite, ça veut dire que le fichier sera écrasé à chaque nouveau fichier. Donc, le nouveau fichier va écraser l'autre. Mais si vous faites comme ici plus tard, vous n'êtes pas sur du overwrite, on va plutôt faire du append. Parce que dans le fichier des indicateurs, ils veulent un seul fichier. Donc, on veut un seul fichier qui contient tous les quarts d'heure. Auquel cas, c'est un append. Si elle voulait plusieurs fichiers, ça serait différent. Mais là, le client veut un fichier. Voyez un peu. Donc, ici, c'est overwrite. Ensuite, on utilise la méthode save pour indiquer le répertoire. Parce qu'en fait, l'action, c'est write. Mais pour indiquer le répertoire du fichier sur lequel on doit sauvegarder le fichier, vous utilisez save. OK? Donc, write pour l'écriture. Le mode pour indiquer le mode de sauvegarde. Donc, overwrite ou append. Et l'endroit, la destination ou alors le chemin du fichier dans lequel vous allez stocker avec le nom. Attention ici, hein, il y a le nom du fichier là. OK? Le coalesce, j'ai déjà expliqué le coalesce. Le coalesce permet de regrouper tous les fichiers en un seul. On peut utiliser coalesce ou on peut utiliser repartition. Coalesce et repartition font la même chose. Ils font la même chose. Bon, moi, même si j'ai mis répartition, en fait, c'est pour indiquer le nombre de fichiers parce que, comme vous savez déjà, chaque nœud du cluster Spark traite une partie de cette requête. Donc, normalement, vous n'avez pas un fichier Spark comme dans un ordinateur classique, mais vous avez les fichiers que chaque nœud a traités. Donc, si vous voulez à la fin qu'on ait qu'un seul fichier, dès que chaque nœud aura traité le fichier le morceau qui lui est attribué, il va prendre son fichier, ils vont renvoyer ça au driver. Le driver va prendre tous les différents morceaux là et les regrouper en un. C'est ça le coalesce. Dans le coalesce est plus lourd. Alors que dans le repartition, c'est la même chose, mais ici, il y a une seule tâche. Donc, quand vous faites repartition, il y a un seul élément. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un seul nœud dans le cluster Spark qui va effectuer le traitement. Vous voyez, c'est différent. Il va traiter, donc, ici, on a un seul nœud. Tandis que ici, c'est comme le terme l'indique, un coalesce. Donc, il essaie de fusionner tous les différents fichiers à la fin. Donc, tous les nœuds sont engagés ici. Ça va plus vite dans le traitement. Mais au final, quand on va faire le coalesce, c'est le driver qui effectue le coalesce. Donc, ça va prendre... Vous n'utilisez pas le coalesce. J'utilise le coalesce ici parce que le fichier est vide. Parce que si vous êtes sur des fichiers volumineux, le temps nécessaire pour regrouper tous ces fichiers et faire le coalesce et produire un seul fichier, ça peut plomber la performance de votre application. Okay? Donc, n'utilisez pas le coalesce, sauf sur les très petits fichiers. Si vous devez faire des concaténations de gros fichiers potentiels, préférez plutôt le repartition. Et vous mettez le nombre de fichiers que vous voulez. En général, c'est 1.
À plus de 1, c'est mieux de laisser Spark fonctionner normalement. Donc là, je fais coalesce. Non, point coalesce 1 point write, c'est pas, point save mode, voilà le mode ici. Le mode, je pense que c'est par le mode par défaut, c'est le overwrite. Donc, si vous ne précisez pas le mode par défaut, le fichier est écrasé pour un nouveau fichier. Donc, moi, je vais mettre, oh, pardon, c'est save mode avec la majuscule. Moi, je mettais plutôt comme ça. C'est pas comme ça, ça commence c'est la majuscule, c'est save mode comme ça. Et vous faites point, et voilà les 4 options. Append, ignorer si c'est générer une erreur, ignorer, etc. Donc, nous, c'est ça. Ensuite, on fait save. Et on met le chemin. Le chemin, c'est ça. Pas fichier KPI. On va mettre ça, mais ça ne sera pas suffisant. Il faudra qu'on fasse un append et qu'on mette le nom du fichier. Parce que là, on n'a pas mis le nom du fichier. Comme ça. Et on fait plus la barre. On met le nom du fichier. Indicateur. Moi, on va mettre un point CSV. Comme ça. Est-ce qu'on a besoin de créer une variable? Non, on n'a pas besoin de créer une variable. On va directement exécuter l'action comme ça. Donc, si il n'y a aucun événement à l'intérieur du Kafka, directement, on fait ça. Okay. Là, on est en CSV. Il faudrait qu'on précise le format. Il faudrait qu'on précise le format. Le format, c'est après le write. C'est après le write que vous indiquez save et mode. Hein. Si vous n'êtes pas après cela, ça ne va pas marcher. Donc, c'est ça, format. Alors, la façon dont on spécifie cela, c'est dans la documentation Spark. Donc là, il y a parquet. Si vous l'enregistrez en parquet, vous mettez parquet. Si vous le mettez en JSON, vous mettez JSON. Et il y a un autre. Il y a un format qui est fourni par Databricks. Donc, mettez comme databricks.csv. Donc, c'est le format qui supporte le CSV. Je pense que j'ai mis ça ici. C'est là. Donc, c'est com.databricks.spark.csv. com.databricks.spark.csv. Ça, c'est le format CSV. Donc, pour spécifier le format CSV, c'est comme ça que vous faites. Donc, là, on est bon. Ça, c'est le cas où on n'a aucun événement. Et maintenant, dans le cas où on a un événement, on a 2 choses à faire. Premièrement, on va faire le parsing. Okay. Donc, on va appeler la fonction getParse là. Pour parser, on va créer un data frame. Parser. Okay. Donc, j'appelle ça val df parsed, n'est-ce pas? Df parse, ça sera get parse data. À l'intérieur, je lui passe en paramètre eventDF, n'est-ce pas? EventDF. Et en session, je lui passe la session SSSession. Ensuite, je crée un autre data frame, df indicateur. Bon, je vais appeler ça df KPI. Df KPI, je lui passe maintenant indicateur compute là, ok, auquel je vais lui passer le df parse, donc get indicateur computed. Je lui passe df parsed et en session, c'est pareil, c'est ss session, comme ça. Oui, comme ça. Donc, du coup, là, j'ai les éléments passés. Maintenant, il y a une spécificité que je ne vous ai pas montré. C'est pour optimiser la performance parce que là, on a beaucoup de calculs à faire. Si on laisse Spark exécuter comme ça normalement, ça peut prendre beaucoup de temps parce que vous voyez que là, il y a beaucoup de requêtes SQL et il y a beaucoup d'agrégation.
comme on a beaucoup d'agrégation, on a beaucoup de retours entre les données. Ok, on a beaucoup d'itérations entre les données. C'est que les données sont réutilisées plusieurs fois dans un même calcul, ce qui fait que ça prend énormément de temps. Ok, spécialement la requête ici là. Parce que là, pour le traitement des données ici, ça va. C'est du parsing, ça va. Mais pour le calcul de la requête là, la requête SQL, il y a beaucoup de réitérations dans les données. Et donc, une astuce pour augmenter la performance, ça serait de le maintenir en cache. Maintenir le data frame en cache. C'est-à-dire quoi maintenir en cache? Ça veut dire que demander à Spark de faire le traitement, alors, pas, non, je m'exprime mal. En fait, ça sera de mettre en cache les résultats intermédiaires de ce data frame. Okay? C'est-à-dire que le DF indicateur qu'on va calculer ici, tous les précalculs qu'il va faire là seront en mémoire dans le cache. C'est-à-dire que le cache, c'est une zone de la mémoire parce que les RDD, ce sont des jeux de données résilients. C'est des concepts in memory. Les traitements sont déjà en mémoire. Mais lorsqu'on persiste dans le cache, c'est une zone de la mémoire qui est encore plus proche du microprocesseur. Donc, les traitements sont encore plus rapides. Okay? Donc, vous allez faire ici point cache. Vous allez cacher les données. Comme ça. En faisant point cache là, vous allez augmenter les performances de votre application. Ah, ici, est-ce qu'on a besoin de cacher ici? Non. Okay? On n'a pas besoin de cacher les données là parce qu'il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul lourd. Il n'y a pas d'agrégation du moins. Il n'y a pas tout calcul qui réitère ou qui lit la même donnée plusieurs fois. Et donc, en faisant ça normalement, j'ai mon indicateur. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est stocker mon df.kpi là. Dans df.kpi, je fais point, comme tout à l'heure, répartition 1. Je vous ai expliqué la différence entre répartition et les autres. Après répartition, je fais write. C'est justement pourquoi on fait d'abord répartition avant de faire write. On ne fait pas write avant de faire répartition. Répartition, ça veut dire, je dis, mon calcul, je veux qu'il soit réparti, qu'il soit exécuté en X tâches. Là, je dis, je veux qu'il soit exécuté par un seul nœud, okay, par une seule tâche. Donc, ça sera exécuté dans un seul nœud. Il y aura une seule instance, du moins, il y aura une seule tâche pour exécuter cette tâche d'écriture là. OK? Du moins, toutes les tâches que je vais mettre là, ici. C'est très important. C'est différent de Coalesce. Lorsqu'on fait Coalesce, tous les nœuds sont déjà enclenchés dans les opérations ici là. Tout ça. Et maintenant, du moins jusqu'ici, le write en tout cas. Et maintenant, à la fin, c'est quand ils ont tous fini que maintenant ça remonte au driver et le driver maintenant concatène en un fichier. Ici, c'est différent. Ici, la tâche est exécutée par une seule tâche, par un seul nœud de calcul. Alors, quand je dis nœud de calcul, le nœud de calcul, c'est pas la plus petite instance. Dans un job, on a des task trackers, enfin, on a des task trackers, ouais, qui exécutent les tâches au niveau de chaque nœud pour chaque job. Ouais. Donc là, on a un task tracker pour le traitement qui est déclenché. Ce qui fait qu'on n'a pas de retombée ou on n'a pas de performance qui est plombée. Ensuite, je fais format. Je copie là, ça sera en CSV. Je fais. Le mode, c'est happen. Attention, c'est happen. Happen parce que pour chaque fichier, on va utiliser le même fichier. Donc, toutes les lignes seront enregistrées dans le même fichier. OK. Après le mode, je fais donc save. Pareil. Est-ce qu'ils ont donné un nom? Est-ce qu'ils ont donné un nom? Indicateur. Bon, on va mettre indicateur streaming. Comme ça. Point .csv. Ici, on va mettre log. Même si on ne sauvegarde pas grand-chose. Donc, voilà le cas d'usage qui est quasiment terminé. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est quoi? C'est
persister les offsets. À ce stade, tous les traitements sont finis. Comme tous les traitements sont finis, pour garantir la sémantique exactement une fois, je fais de la persistance des offsets. Donc, la persistance se fait ici. Ça se fait ici. Voilà. Donc, je vais faire kk consumer point as instance of. Ensuite, j'utilise can commit. Ça, c'est des formules. Hein. Can commit offset. Vous ne créez rien ici. C'est comme ça que ça a été défini. Donc, copiez simplement de la documentation et vous faites commit à 5. Et vous passez les offsets en paramètres. C'est les offsets qu'on a récupérés ici. Ok, voilà. Tiens, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, pardon. Je suis dans la mauvaise parenthèse. C'est ici. C'est dans le RDD. Tant pour moi. C'est ici. Comme ça. Puisque le offset Kafka, c'est le RDD. Le RDD n'existe pas à l'extérieur de ces parenthèses ici-là. Donc, voilà. Et une fois que j'ai ça, je peux démarrer mon streaming. Là, je fais ssc spark context start streaming. Ensuite, ssc .await termination. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai mon cas d'usage qui est complet, qui est complété. Ce qui reste à faire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à rendre toute l'application tolérante aux pannes. Fait pas tolérante aux pannes, mais il faut capturer résistante aux exceptions ou aux bugs. Donc pour ce faire, je vais utiliser un try catch. Donc le try catch, c'est ici que je le mets. Je fais ça, try. Comme ça. Moi, j'aime d'abord écrire toute la structure avant de mettre chacun à l'intérieur. Comme ça. Et du coup, tout ceci, je mets à l'intérieur du try catch. Je copie et je mets là. Attention à la lisibilité de votre application. Et maintenant, dans le catch, je fais case X. Ici, c'est une exception classique qu'on capture. Qu'est-ce qu'on fait? On fait logger point error. Et on peut juste ajouter, il y a une erreur dans l'application. Comme ça, ça va tracer. Ça ne va pas tracer uniquement les erreurs qu'il y a dans le main, mais ça va tracer toutes les erreurs qu'il y a dans les fonctions ci aussi. S'il y a une erreur dans l'une des fonctions ici, ça va également les capter. C'est pourquoi je n'ai pas voulu ajouter les try catch ici, ajouter des captures, des try catch ici, pour venir encore ajouter ici. Ça allait être trop complexe, fait. Ça allait être trop lourd pour rien. Donc, il y a une erreur dans l'application. Je vais ajouter le petit S là, ici comme ça. Donc, il y a une erreur dans l'application et j'ajoute la variable là. X.print stack trace. Voilà, comme ça, j'ai simplement l'erreur qui est capturée. Alors, ça couvre quel? Ça couvre le RDD Kafka. Pardon. Et ça ferme le consumer. Il y a à l'extérieur, j'ai ça et j'ai ça. Voilà. Voilà. L'application est complète. À ce stade, on a couvert l'exhaustivité du développement d'applications streaming. Donc, si vous avez normalement, si vous avez suivi tous les tutos là, à ce stade, vous ne pouvez pas rencontrer de difficultés significatives. À ce stade, normalement, vous êtes équipé pour développer des applications streaming, travailler dans des cas d'usage streaming. Si vous êtes juste sur la formation Spark Streaming,
Moi, je vous recommande de compléter votre formation sur le Big Data Streaming en vous procurant la formation Big Data Streaming. Alors, je vais voir si je peux vous donner le lien. Donc, c'est ça, la formation Big Data Streaming. Voilà. Pour le moment, c'est fermé. Mais voilà, vous procurez cette formation qui est très complète, qui va pousser vos compétences sur la façon dont on aborde stratégiquement et conceptuellement, et techniquement également les problématiques du Big Data Streaming. Mais sinon là, vous n'aurez aucun problème avec si vous avez appris de la formation Spark à développer des applications Big Data Streaming. Donc, si vous avez des questions sur le streaming de façon générale ou si vous avez des questions spécifiques sur la session d'aujourd'hui, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci.